C'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui 5 femmes exceptionnelles, ou devrais-je dire 5 femmes normales qui ont accompli quelque chose d'exceptionnel. Les navigatrices engagées dans l'édition 2020-2021 du Vendée Globe. Alexia Barrier, Samantha Davis, Piper, Isabelle Joschke et Miranda Meron. Clarisse Kremer regrette sincèrement de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Un entraînement de dernière minute organisé la nuit dernière avec son équipage l'a contrainte à annuler sa participation. Mais vous le verrez, elle nous a adressé un petit mot à vous, les participants sénateurs et sénatrices, mais également à ses collègues navigatrices. Le Vendée Globe, course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, est surnommé l'Everest des mers. En seulement 9 éditions, l'épreuve est devenue mythique. Un but pour de nombreux navigateurs et navigatrices, à l'instar des Jeux Olympiques pour les athlètes. La devise pourrait d'ailleurs être commune. L'essentiel est de participer. L'épreuve est tellement longue, entre 3 et 4 mois, tellement difficile physiquement, nerveusement, moralement, affronter les tempêtes et les périodes de môle, monter en tête de mât à 30 mètres, seul au milieu de l'océan pour réparer une voile, tellement cruelle, la voile demeure un sport mécanique et la casse, quelquefois synonyme d'abandon, mais pas toujours, n'est jamais très loin, mais tellement belle aussi. Prendre le départ du Vendée Globe est déjà une victoire. Pour cette 9e édition, les femmes n'avaient jamais été aussi nombreuses à participer à ce Vendée Globe. Elles étaient 6 au départ de la course, 6 sur 33 participants. Cela peut sembler peu, mais il s'agissait tout de même d'un record. Depuis la création du Vendée Globe en 1989 et avant cette dernière édition, seules 7 femmes au total avaient participé à la course. Donc cette année 6. Donc vous voyez, on a failli battre un record exceptionnel aussi. Il y avait donc presque autant de femmes à prendre le départ en 2020 que de participantes à la course depuis qu'elle existe. En tant que sénatrice de la Vendée, résidant au Sables d'Olonne, j'avais véritablement à cœur d'organiser cette rencontre. Je m'y étais engagée à la veille de leur départ, le 8 novembre 2020, et je les remercie toutes sincèrement d'avoir accepté de tirer un bord jusqu'au Sénat pour partager cette expérience extraordinaire avec nous, évoquer leur parcours et les motivations personnelles qui les ont conduites à s'engager dans cette course, mais aussi pour nous faire part des défis et opportunités liés au fait d'être une femme dans le monde de la voile professionnelle, en solitaire et en équipage. Avant d'écouter leur témoignage, je vous propose de regarder en images un court résumé du Vendée Globe, en images donc tout de suite une vidéo. C'est de la joie, de la tristesse, de l'impatience, plein de choses. Ça porte pas de nom, c'est pour ça qu'on appelle ça un départ de Vendée Globe. On est parti pour 3 mois. Et là, ça envoie. Le rouge, c'est beaucoup de vent. Je sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau, franchement. Ça bouge beaucoup à bord. Un coup ça saute les vagues, un coup ça plante. Ça commence à être pas mal. The boss is back! Oh putain! C'est comme ça tout le temps. Voilà, et voilà ce que ça donne à l'extérieur. Le bateau a planté dans la vague et en fait quand il est ressorti, le bateau était cassé en deux. Clac, clac, clac. Kevin Escoffier, le rescapé. Là, il y avait du lourd. What an incredible moment!
5 bateaux ensemble. Ça remonte le moral. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Un grand moment d'émotion. À tous ceux qui sont tout seuls, moi je suis tout seul, nous sommes ensemble. C'est reparti. We cross the anti-meridian. Allez, bonne année à tous. En espérant que la planète se remette sur son axe rapidement. Vous voyez, je fais pas beaucoup de nez dehors du coup. On n'est pas loin du Cap Horn mais il faut quand même faire gaffe à son matériel. Là. Maintenant, clignotant à gauche et route maison. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Mais je suis quand même fière de mon parcours, fière de ma course. It's so amazing to see it. T'as eu mon coquin, hein? Allez, faut pas baisser les bras. C'est devant que ça se passe. Ah, ça me fait un mal de chien. Ouais, c'est un peu chaud quand même, hein. Dear Wind God. Cargo ship, tout bien. Je prends maintenant les fichiers météo qui vont jusqu'à la maison. C'est la poursuite infernale. Ça y est, les températures remontent. Et en direct du Bouddha. Dans un peu moins de 10 heures, on va franchir la ligne d'arrivée de ce Vendée Globe. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je passe tout de suite la parole à Alexia Barrier, qui est arrivée 24e en 100 jours, 8h56 minutes et 51 secondes. Je signale que le président Michel Savin du groupe d'études sport nous a rejoint et je lui laisserai la parole après l'intervention des 5 skippeuses. Merci et merci pour cette invitation. C'est vraiment une chance incroyable de pouvoir être là aujourd'hui. Donc je suis Alexia Barrier, navigatrice depuis l'âge de 3 ans. Je suis née à Paris, mais mes parents ont eu la bonne idée de déménager à Nice quand j'étais petite et de nous emmener, mon frère et moi, tirer des bords au large d'Antibes et aux îles de Lérins. Et en fait, moi, j'étais, quand j'étais petite, professionnelle de basketball. Je jouais en équipe régionale. Et à l'âge de 12 ans, on m'a dit « Non mais Alexia, toi t'es petite, t'es une femme, on est en France, tu ne seras jamais professionnelle de basketball. » En fait, ça c'était mon rêve. Et à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de voir à la télé le départ du premier Vendée Globe. Et j'ai encore ces frissons qui me viennent quand j'y repense, de me dire un jour moi aussi j'y participerai. Par contre, cette fois-ci, je n'ai raconté à aucun adulte ce rêve de petite fille que de faire le Vendée Globe. J'avais trop peur qu'on me décourage à nouveau. Donc j'ai gardé ce rêve en moi, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait une maîtrise en management du sport.
Et à l'âge de 25 ans, j'ai trouvé mon premier sponsor, Roxy, ce qui m'a permis de participer à ma première transatlantique en solitaire, la Transat 650, donc sur un voilier de 6 mètres 50 de la France jusqu'au Brésil. J'ai souhaité partir en solitaire pour plusieurs raisons, pour m'entraîner pour le Vendée Globe, mais aussi parce que, alors que j'étais 4e mondiale en équipage féminin dans une discipline qui s'appelle le match racing, je me suis présentée au voile de Saint-Tropez. Vous connaissez cette régate où les plus beaux bateaux au monde sont présents, classiques et modernes. Je me présente donc sur le ponton devant un voilier magnifique moderne en proposant mon aide à l'équipage qui était composé uniquement de garçons, donc pour naviguer avec eux sur ces fantastiques bateaux. Et là, on me répond assez brutalement « Non, mais toi, tu feras les sandwichs ou tu nous apporteras les amarres, mais il est hors de question que tu viennes régater avec nous. » Piqué au vif, ça m'a vraiment encore plus motivée pour mener mes projets. Et là, j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas attendre qu'on nous donne une place, il faut la prendre. Et c'est comme ça que j'ai mené mes premiers projets de navigation en solitaire. Donc ensuite, les régates se sont enchaînées, les traversées de l'Atlantique, en solitaire, en double et en équipage. J'ai eu la chance de naviguer avec Sam et Miranda aussi en double et en équipage. Et toute cette expérience accumulée m'a amenée à pouvoir entrevoir cette possibilité que de participer au Vendée Globe. Donc, un peu comme Pip, moi, je suis partie sur un projet avec 0 budget. Par contre, j'avais vraiment la volonté et la détermination pour être sur la ligne de départ le 8 novembre 2020. Donc, j'ai trouvé un mécène qui m'a permis d'acheter le plus vieux bateau de la flotte qui avait été construit pour une femme, Catherine Chabot, en 1998. C'était son 7e tour du monde. Il s'appelait le Pingouin et son nom de course TSE For My Planet. Et donc nous avons fonctionné pendant les 3 ans du championnat IMOCA pour pouvoir me qualifier avec le plus petit ou un des plus petits budgets de la flotte, c'est-à-dire qu'on avait entre 150 à 200 000 euros par an, alors que d'autres budgets moyens sont plus autour des 1 million ou plus par an. Donc avec l'aide de mon équipe, de bénévoles, de ma famille, j'ai pu me qualifier, participer à toutes les courses et finalement trouver un partenaire TSE qui s'est présenté à nous au mois d'août 2020, donc uniquement quelques mois avant le départ, qui nous a permis de travailler sur le bateau, de le préparer et de me permettre ainsi de partir en sécurité sur le Vendée Globe. J'aurais pris le départ, quoi qu'il arrive. Par contre, je ne sais pas si j'aurais pu terminer la course si je n'avais pas eu ce sponsor avec un bateau qui avait des voiles qui, pour certaines, avaient déjà fait 2 Vendée Globe. Sachez que pour participer au Vendée Globe, nous avons le droit d'embarquer 8 voiles. Je n'en avais que 7 parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter 8. Donc une qui m'a été prêtée, fournie par Alvard et Miranda et que malheureusement j'ai explosé après 10 heures d'utilisation. C'était une voile importante pour ce tour du monde qui m'a quand même manqué quand j'ai navigué dans le Grand Sud. Mais peu importe, c'était une expérience très enrichissante et je souhaite participer au prochain Vendée Globe. Mon objectif, ça n'était pas de gagner la course, évidemment, avec le plus vieux bateau de la flotte. J'avais d'autres challenges. Un challenge pour la préservation de l'océan. Depuis 10 ans, avec For My Planet, mon association, je prends des données sur l'eau pour les scientifiques qui observent l'océan. Et je mène des programmes pédagogiques qui sont aujourd'hui suivis par plus de 400 écoles en France, mais aussi des associations d'enfants défavorisés au Brésil, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Ce matin, je pensais à cet abandon qui marque un peu l'histoire de mon Vendée Globe. Et je me rendais compte à quel point ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et effectivement, j'ai dû me retirer de la course le 9 janvier suite à la rupture du vérin de quille qui ne me permettait pas de terminer le parcours en sécurité. Mais ce que je vois, c'est que pour moi, ce Vendée Globe, c'est une course réussie, qui a été réussie avec mon équipe, avec mon sponsor. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo qui est passée, il y a beaucoup, beaucoup de fierté. Et il n'y a aucun regret dans ce qui a été vécu. Et je crois que le Vendée Globe, c'est une course qui permet ça, qui permet de gagner même quand on n'est pas premier et même quand on ne peut pas passer la ligne d'arrivée en course.
J'avais envie de commencer avec ça, avant d'évoquer très rapidement mon parcours. Moi aussi, j'ai eu des rêves d'enfant. Ils étaient frustrés, mes rêves d'enfant. Et j'ai réalisé ces dernières années combien c'est ça qui m'a propulsée dans la course au large avec autant de motivation et d'envie. Parce que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un optimiste à moi. Je rêvais de naviguer. Je rêvais de naviguer seule. À l'époque, je partais en vacances au bord d'un lac en Autriche, car je suis franco-allemande et autrichienne. Et je rêvais de traverser le lac seule sur mon optimiste. Et voilà, j'ai pas pu réaliser totalement ces rêves. Et ça s'est fait quand j'ai rencontré la Mini 650 en 2004 et que j'ai démarré la course au large sans trop savoir où ça allait me mener. C'était vraiment une rencontre, une envie, quelque chose de très spontané, où je me suis dit « Oh là, ça c'est un truc pour moi, j'y vais, je vais voir ce que ça donne ». Et en fait, je me suis découvert une passion non seulement pour la course au large, mais pour la compétition. Et ça m'a amené 17 ans plus tard au départ de ce Vendée Globe, qui a été mon premier Vendée Globe. Et après, donc, tout un tas de compétitions. J'ai démarré en Mini 650, j'ai ensuite couru sur le circuit Figaro pendant 8 ans. J'ai couru sur un bateau de 12 mètres, un classe 40, avant de démarrer ce projet Vendée Globe en 2017 sur mon bateau qui est aujourd'hui appelé MACSF, qui a été modernisé en cours de route. Le parcours d'un marin, c'est aussi des rencontres, c'est des opportunités, des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Et moi, j'ai vraiment vécu tout ça dans ces 17 années. Et j'ai eu la chance de pouvoir équiper ce bateau de foil 2 ans avant le départ du Vendée Globe. Et ça a été un moment très, très important parce que ça a rendu ce bateau MACSF beaucoup plus performant que ce qu'il était. Il m'a permis de faire une course dans les avant-postes et de faire la course dont je rêvais. C'est intéressant parce que Roxy, du coup, c'est une marque de vêtements féminine que pour les femmes. Donc, quand on parle de la mixité des droits des femmes, là, c'était une opportunité qui, pour moi, c'est grâce au fait que je suis une femme que j'ai eu cette chance de partir sur le Vendée Globe. Donc, on a les avantages, on a les désavantages, et parfois ça va sur le côté positif pour nous. Je me présente, donc j'ai l'accent de Pip et Miranda, on est 3 Anglaises. Ici, j'habite en France depuis 2004. J'habite ici pour but progresser dans la voile. Donc, si on veut battre les meilleurs, il faut venir s'entraîner avec pour comprendre le secret. Je suis née à Portsmouth, c'est une ville, la marine anglaise. J'ai des grands-pères qui sont marins, donc je viens d'une famille de marins. J'ai eu la chance de toujours naviguer. Je crois que les premiers pas sur un bateau, j'avais 2 semaines, donc j'ai aucun souvenir. J'ai une diplôme d'ingénieur, donc j'ai fait mes études dans un milieu très macho. Je crois qu'on était entre 3 ou 7% des femmes sur mon année d'ingénieur. Mais la voile, pour moi, c'était le plaisir. Je suis compétitrice dans mes études, mais j'ai découvert la compétition en fait dans la natation synchronisée. Donc j'ai vécu aussi dans un milieu très féminin. Donc je parle de ça parce qu'on parle de la course au large qui est plutôt un milieu masculin. J'ai vécu les 2 choses, et puis dans mes études, un peu comme la course au large. Et puis j'ai fini ma diplôme, j'étais à Cambridge University. Je me suis promis que je n'allais pas partir avant que j'avais un diplôme, un master dans ma poche. J'ai lutté contre mes envies d'aller naviguer avant, mais je me suis forcée à compléter ces études.
je me suis dit c'est pratique d'avoir autre chose que de faire la voile. Donc, ce diplôme est arrivé juste au moment de Tracy Edwards, qui a monté ce fameux trophée Jules Verne que Miranda elle parle. Donc j'ai raté ma remise de diplôme pour prendre un avion pour rejoindre l'équipage de Tracy. Je parle de ça parce que pareil, c'était grâce au fait que je suis une femme que cette opportunité m'est arrivée. J'avais peu d'expérience, mais j'étais motivée. Et on était très peu nombreuses, des femmes qui puissent naviguer sur ce type de bateau. Je pense que c'est encore le cas. Et c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité, malgré peu d'expérience, de monter sur un équipage de Trophée Jules Verne à l'âge de 22 ans. Donc pareil, c'était l'équipage féminine qui m'a ouvert les portes et Tracy Edwards qui était une héros, une rôle modèle pour moi, qui a pris le courage de prendre une jeune qui n'avait pas beaucoup d'expérience sur son équipage. Donc c'est grâce à elle aussi qui m'a offert cette expérience que je suis maintenant. Donc je parle de ça, Miranda a expliqué un peu nos aventures et la force de solidarité entre nous. Donc je suis l'une de ça. Je pense que nous 5 ici, et 6 parce que Clarisse elle aurait été là si elle avait le choix. Je pense que c'est une force aussi des femmes qui font des choses incroyables ensemble. C'est cette solidarité et de se soutenir en fait dans les moments difficiles ou dans les challenges qui sont difficiles. Je pense que c'est un avantage des femmes qui font des choses incroyables ou qui font des choses ensemble. Merci aussi à tous mes collègues, femmes et hommes du groupe d'études sur le sport, d'être présents aussi aujourd'hui. Ça démontre aussi le travail que l'on fait avec Yannick et sa commission sur comment évolue la pratique sportive au féminin sur différents domaines. On a travaillé sur des domaines très variés, sur les agressions sexuelles, sur la place des femmes aussi dans le sport. Et aujourd'hui, moi qui suis un montagnard, quand je vous écoute, on peut comparer des collègues, les alpinistes, des femmes qui gravissent des grands sommets, et vous qui aujourd'hui démontrez par la compétition que vous avez réalisée sur le Vendée Globe, des femmes qui affrontent vraiment des éléments lorsqu'on voit ça à la télé, on est vraiment impressionné et on se dit mais comment elles font pour arriver à tenir aussi longtemps seules sur un bateau et traverser ces éléments. Vous dire aussi pour moi, vous êtes des espoirs sportifs avant tout, parce que vous êtes des compétitrices avec bien sûr confrontées aussi avec un monde masculin. On voit aussi qu'à vous écouter, vous êtes des femmes de caractère, parce que vous êtes arrivées, vous êtes dans une compétition et dans un sport où les hommes sont majoritaires, mais nous qui travaillons sur beaucoup de sujets au niveau du sport, on le voit, c'est vrai dans beaucoup d'autres disciplines aussi, où les femmes ont eu au départ quelques difficultés à pouvoir s'imposer, même sur des sports qui sont très populaires. Moi, je vois le foot il y a quelques années, lorsque les premières femmes ont accédé au foot, au rugby, au sport de combat, chaque fois la question se posait, mais est-ce que des femmes vont pouvoir réaliser ce type d'activité sportive et être aussi compétitives? Et lorsqu'on voit aujourd'hui les résultats qu'on peut avoir aussi bien sur les sports collectifs que des sports individuels au niveau des femmes, eh ben on voit qu'aujourd'hui elles ont toute leur place et au contraire elles démontrent de très belles qualités. Il y a des choses qui sont importantes aussi qu'on pourra avoir dans la discussion, c'est en tant que sportive, nous dire un petit peu comment vous préparez ces compétitions, parce qu'on imagine bien que derrière la navigatrice, il y a toute une équipe dans la préparation, aussi bien physique que mentale, je pense. Ce serait bien que nous disiez un petit peu comment se prépare une grande compétition sur l'aspect sportif, parce qu'il y a une préparation physique, bien sûr, mais aussi sûrement une préparation mentale. Quelles sont les personnes qui vous accompagnent avant et pendant la course? Parce que là aussi, on voit qu'il y a tout ce travail qui est fait. Nous dire aussi, vous l'avez un petit peu
aborder l'aspect financier, parce que trouver des sponsors, aujourd'hui, c'est peut-être difficile, plus difficile pour une femme que pour les hommes, mais ce qui est à mettre en avant aussi, c'est l'association entre le sponsor et les messages que vous envoyez aussi. On l'a entendu au niveau de... aussi bien sur la préservation de l'environnement que sur des messages sur les causes, sur la solidarité, sur l'éducation. Et je pense que c'est important aussi que dans le sport, on puisse aussi, sur ces grands événements, faire passer ces messages, et vous le faites passer. Et Annick a bien fait de préciser que cette compétition, avec une préparation en amont, a été suivie par beaucoup d'écoliers en France, et pas uniquement des écoliers qui sont touchés par les bordures du littoral, mais aussi bien dans l'urbain que dans le rural, que dans les départements qui sont loin de la mer, mais qui se sont pris au jeu de suivre ces compétitions. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi lors de cette compétition, c'est cette capacité que vous avez. Vous êtes des compétitrices et des compétiteurs dans cette course, donc l'objectif, c'est bien de gagner une course, de réaliser une très belle compétition. Mais ce qui est un peu... il marque aussi, c'est qu'on peut voir des navigateurs qui sont dans un objectif de gagner, qui sont capables de changer de parcours pour aller porter secours à un collègue ou une collègue qui est en difficulté. Et je trouve que ça, on voit aussi, ça marque aussi dans la navigation, lorsqu'on voit ces moments où... je crois que ça fait aussi la grandeur de votre sport, d'être capable de dire, même si je suis en tête, même si je suis dans les bien classés, j'ai une collègue ou un collègue qui est en difficulté, je détourne de ma route en prenant le risque de peut-être de prendre aussi... dans une situation un peu plus difficile, mais d'aller porter secours. Et je trouve que ça aussi, c'est un message fort qui est envoyé à chaque fois. Moi, je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a eu des grandes navigatrices, Florence Artaud et Isabelle Autissier, qui ont marqué aussi, qui ont commencé à marquer la navigation. Vous faites partie maintenant de cette nouvelle génération. Et je pense que ça va appeler. Votre rôle aussi, c'est de donner envie à des jeunes filles qui ont 15-16 ans aujourd'hui, qui regardent ces images, d'aller vers la navigation pour demain, au lieu d'être 6, monter à 10, 12, et puis d'arriver à une certaine parité avec les hommes dans ces compétitions. Et je suis persuadé que petit à petit, les femmes vont être vraiment au même niveau que les hommes au niveau des résultats. Et ça, c'est très, très intéressant pour nous qui pratiquons et qui travaillons sur... tout ce qui touche au sport, mais dans sa globalité, dans sa transversalité, c'est important d'avoir ce témoignage. Donc, encore une fois, félicitations pour vos espoirs sportifs, mais aussi pour les messages que vous envoyez qui sont très forts. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais rapidement vous passer la parole parce que j'avais prévu quelques petits mots, mais en réalité, je pense que mon collègue a abordé un certain nombre, mais c'est très bien, nous sommes complémentaires. Donc, on va aborder tout de suite la question de la place des femmes dans la course au large et dans la voile au niveau professionnel. Et je vais vous laisser intervenir parce qu'il y a une époque quand même pas si lointaine où une femme sur un bateau, ça portait plutôt malheur qu'autre chose et elles étaient assez écartées du monde de la voile. Donc, si vous voulez vous exprimer sur les obstacles, les défis à relever pour une femme, est-ce que le choix de la course finalement en solitaire s'impose parce que c'est plus difficile de rentrer dans un équipage? Et le témoignage tout à l'heure de Clarisse Kremer qui disait qu'elle était là parce qu'elle était une femme, puisqu'il fallait une femme sur le bateau. Donc, avez-vous toute votre place dans la course au large en équipage comme vous l'avez? Parce que pour l'avoir dans la course en solitaire, vous la donnez, cette place. Je laisse la parole à Alexia Barrier en premier, puis après, vous prendrez la parole comme vous le souhaitez, mesdames. Bien, c'est sûr que c'est un sujet crucial et très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer en équipage, finalement, après avoir fait 4 transatlantiques en solitaire ou en double, où on m'a finalement invité à naviguer
à bord d'un bateau, un super yacht avec un équipage de 20 personnes. C'est un voilier de 35 mètres. On faisait des courses transatlantiques. Et donc, j'étais la seule femme et la seule française du bord. Et j'ai trouvé finalement que les anglo-saxons ont plus de facilité à inviter les femmes à leur bord que les Français. C'est peut-être juste parce que j'ai eu cette opportunité et que je me suis dit ça. Et en tout cas, sur ce circuit des super yachts, il y avait peut-être sur 30 bateaux, 3 femmes au total. Donc c'est vraiment très peu. Et évidemment, si on veut avoir une place à haut niveau en course au large, c'est beaucoup plus simple de monter un projet. Alors, c'est pas simple du tout, hein, mais c'est beaucoup plus simple de monter un projet pour naviguer en solitaire que d'attendre d'avoir une place à bord d'un bateau en équipage. Et ce dont parlait Clarisse, donc la course autour du monde en équipage avec escale qui s'appelle Ocean Race, a imposé une femme à bord de chaque bateau. C'est un peu triste, je trouve, de devoir en arriver là pour faire naviguer des femmes, mais d'un autre côté, si on attend que ça se fasse naturellement, on peut encore attendre des dizaines d'années avant que ça arrive. Donc voilà, imposer un quota, finalement, c'est la solution la plus intéressante pour faire naviguer des femmes aujourd'hui sur des courses en équipage. Je crois que Samantha va réagir. Je ne suis pas sûre que dans le monde anglo-saxon, c'est plus ouvert. Moi, j'ai dit au contraire, parce qu'en France, il y a cette culture de la course au large en solitaire où les femmes, maintenant, on fait les résultats et on a fait nos preuves et que c'est accepté que les femmes puissent naviguer au même niveau. Je trouve que la France est beaucoup plus ouverte que le monde anglo-saxon. Après, sur l'équipage, les questions d'équipage, il y a plusieurs questions, puisque j'ai été il y a quelques années sur une conférence sur les femmes dans le sport. C'était une conférence médicale et quelqu'un avait souligné que c'était peu de temps, en fait, dans l'histoire du temps, que les femmes, elles ont le droit de faire du sport tout court. Et une des problèmes, c'était que les femmes, elles n'avaient pas le droit les femmes, il faut mettre un jupe jusqu'aux chevilles et que, en fait, on ne peut pas faire du sport avec ces vêtements-là. Donc, il y a cette évolution-là qui fait que les femmes n'ont pas... On a du retard. Et dans la voile, la performance, ça vient avec de l'expérience. Donc, il faut attraper cette expérience pour avoir le même niveau, pour être au niveau de la performance, d'avoir la même performance. Donc, forcément, on est moins nombreuses avec cette évolution. Dans l'équipage, donc, il y a cette question d'expérience où, quand il faut choisir un équipage, il y a beaucoup plus de choix si on regarde des garçons que des femmes, avec cette évolution un peu naturelle. Mais aussi, il y a les questions physiques. Quand on est en solitaire, c'est tellement dur pour tout le monde. Les petites différences en force physique se font largement rattraper par la force mentale. Et c'est là où je crois que les femmes, on a peut-être un petit avantage. Donc, c'est la force mentale qui fait les différences sur les courses en équipage réduit. En équipage, par contre, où on est 8, 6, 8, 10 sur un bateau, la force physique a beaucoup plus d'importance parce que la manœuvre, chaque manœuvre, ça passe très vite. Donc, c'est là où on peut être jugé par notre taille et notre force. Et ça, c'est un problème. Donc, il y a eu déjà des changements de règles. Donc, moi, j'étais skipper d'une équipage féminine sur le Volvo Ocean Race en 2014. Et ça, c'est une course où moi, je rêvais en tant qu'enfant et j'avais laissé tomber le rêve parce que physiquement, c'était pas possible d'être performante si on était une femme parce que c'était tellement une course de manœuvre, de physique. Les organisateurs, ils avaient vu ça, ils avaient ouvert pour que les équipages féminines puissent prendre 3 personnes de plus à bord. Donc, on était 11 au lieu de 8. Et si on prenait le poids de muscles sur le bateau, physiquement, c'était équivalent. Donc, il y a déjà du progrès. Ça nous a permis d'être
d'être performante. Après, il nous manquait de l'expérience, donc on était toujours derrière, sauf qu'on savait que si on s'entraînait, si on a progressé, on était capable de gagner parce qu'on avait cette force physique qui nous a rendu finalement aux armes égales. Donc il y a ces questions-là. Donc moi, je pense que l'équipage c'est un sujet, il faut savoir comment faire. Est-ce qu'il faut imposer les quotas? C'est sûr, il faut accepter qu'on n'est pas pareil, les garçons et les femmes, physiquement. Donc ces règles d'être autorisé de courir avec plus de monde à bord, ça rend des choses plus égales. Est-ce que d'autres skippeuses veulent intervenir sur ce thème-là? Oui, Isabelle Joschke, et puis ensuite Pipe R. Pipe R. I'll speak in English. Je vais... Everything, Alexia. Solo sailing chose rather than me choosing solo sailing. Saw something that I didn't see in any of the other ocean racing. L'interprète attend de pouvoir entendre Miss Hare. I've been a professional sailor for 30 years, and in those 30 years, I remember my first moments as a skipper in the UK. J'entends Miss Hare très très faiblement. Je vais essayer quand même d'interpréter, mais c'est extrêmement difficile. Depuis 30 ans de navigation, c'est vrai que j'ai rencontré ce type de réaction. J'étais là pour servir le café. Les gens nous jugent à partir de ce que nous sommes capables de faire. Mais l'essentiel est de pouvoir, par notre performance, démontrer dans les faits ce dont nous sommes capables. Et je crois que c'est pour cela But I believe that, I hope, and I know that, we have inspired young women. Puisqu'on parlait du fait que nous pouvons être une source d'inspiration pour les jeunes filles, il est important aussi de se dire qu'il faut que nous soyons une source d'inspiration pour toutes les petites filles et les jeunes filles dans le monde entier. La navigation, la voile, c'est un domaine qui devrait être ouvert à tous et qui devrait vraiment avoir la plus grande diversité possible. Merci beaucoup. Isabelle Joschke? Alors, moi, j'avais envie de rebondir sur quelques questions que M. Savin a posées tout à l'heure. Et qui permettent de dessiner un peu la situation qui, à mon sens, n'est pas tout dans un sens ou tout dans l'autre. C'est ça, il y a beaucoup finalement d'ambiguïté. Et par exemple, on se demande si c'est difficile de trouver un sponsor lorsqu'on est une femme. C'est une question qu'on nous pose souvent. Et aujourd'hui, on peut constater que pas tellement. À la limite, j'ai parfois l'impression que c'est plus facile. Parce que nous sommes moins nombreuses, nous sommes plus regardées. Et c'est quelque part le revers de la médaille. C'est-à-dire que cette situation d'inégalité nous sert lorsque nous cherchons des sponsors ou lorsque nous cherchons à communiquer. Donc quelque part, ça montre que la situation n'est pas équilibrée. On a parlé tout à l'heure de la question d'imposer la mixité dans les équipages. C'est la question des quotas. Et Alexia en a parlé. Moi, je voulais rappeler que il y a une très belle expérience qui a été faite donc sur la Volvo Ocean Race, qui est plus ou moins l'équivalent de la course à laquelle Clarisse va participer.
Et donc c'est une des premières courses en équipage qui a incité très très fortement à la mixité. Donc c'était pas tout à fait imposé, mais les règles étaient telles que les skippers se voyaient obligés d'accepter des femmes à bord. Et ce que j'ai vu, c'est des discours qui ont complètement changé de la part de skippers qui connaissent pourtant bien les femmes navigatrices. Et en fait, la situation a été assez mal reçue lorsque la règle a été mise en place. Et à la fin du Tour du Monde, on s'est rendu compte que les femmes avaient pris leur place à bord, qu'elles étaient reconnues, que leurs compétences étaient reconnues, et que les skippers étaient très contents d'avoir eu des femmes à bord, et pas que pour faire le ménage, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de capacités, de complémentarité. Et donc, voilà, quelquefois, au début, on se pose des questions, et puis finalement, on se rend compte que aujourd'hui, par exemple, dans cette course en équipage, on voit qu'il y a un vivier de femmes qui ont de l'expérience et donc des compétences. Et c'est des femmes qui peuvent maintenant affirmer ces compétences et qui ne pouvaient pas forcément parce qu'elles manquaient d'expérience auparavant. C'est toujours le serpent qui se mord la queue. Je voulais aussi rebondir juste sur une petite question qui a été évoquée aussi par M. Savin, c'est nous les femmes, on est moins nombreuses et donc ça fait moins de bons résultats. Donc on ne voit pas quelque part, on a du mal à comparer les performances des femmes dans la course au large aux performances des hommes parce qu'on est tellement peu représentés. Mais si on regarde proportionnellement à notre participation, c'est assez incroyable, mais malgré nos petits gabarits, nous avons des résultats des résultats largement équivalents à ceux des hommes. Et ça, c'est une vraie question, et c'est toute la question aussi de naviguer en équipage ou en solitaire. C'est vrai qu'en solitaire, la force physique est un élément de performance parmi plein. Il y a aussi la stratégie, la résistance, le mental, la capacité à gérer son bateau et tout ça et tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça important, quand on se pose ces questions-là, de toujours se rappeler que n'étant pas très nombreuses, même s'il y a un seul podium, sur une année, c'est déjà énorme, en fait. Et puis, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure dans ma présentation. C'est que pour nous, les femmes, c'est pas facile de prendre notre place dans un milieu d'hommes sans dénaturer justement notre féminité. C'est beaucoup plus facile moi j'ai vraiment commencé comme ça, de commencer en se calquant sur la manière de fonctionner des hommes dans la préparation physique. Il y a plein de choses. C'est un univers masculin, ça se ressent même dans la façon de s'exprimer, la façon d'imaginer la course. C'est assez subtil en fait. Et je trouve que c'est un enjeu pour nous les femmes de prendre notre place et d'assumer. Et donc, moi par exemple, dans ma préparation physique, j'ai une préparation tout à moi que je trouve adéquate à la femme que je suis. Par exemple, je me prépare quotidiennement en faisant du pilate. Je fais aussi bien sûr de la course à pied. Je travaille beaucoup la souplesse parce que je considère que la souplesse, ça fait partie de la performance. Il faut de la force. Mais la force sans souplesse, ça amène à des blessures. Et nous, en plus, on a des métiers qui durent très longtemps. Moi, ça fait donc plus de 17 ans que je pratique ce métier. Il faut tenir sur la durée. Et dans ma préparation, et notamment ma préparation mentale, moi, je laisse beaucoup de place à la méditation et à des pratiques justement corporelles qui sont pas forcément de l'entraînement pur et dur, musculaire et difficile. Mais je laisse aussi la place au sport doux qui permet d'avoir une autre manière d'aborder son corps et d'avoir un rapport, parce que notre corps, c'est quand même c'est le rapport entre nous et notre bateau. C'est grâce à notre corps qu'on va performer, c'est évidemment grâce à notre bateau, mais c'est important pour moi de se respecter. Et ça, c'est à mon sens aussi une approche très féminine. Et moi, j'ai abordé
le Vendée Globe avec cet état d'esprit. Et j'ai été heureuse de remarquer que ça m'a amenée à performer. Au moment où peut-être je m'y attendais le moins, parce que je ne pensais pas que j'allais réussir à être aussi performante dans les mers du Sud, qui sont le moment, quelque part, le passage difficile du Vendée Globe. Et j'étais vraiment heureuse de voir que oui, ça paye à un moment donné, d'assumer, que de pouvoir s'assumer en tant que femme et dans cette différence que nous avons. Merci. Est-ce qu'une autre des skippeuses souhaite intervenir à ce stade de la réunion ? Non ? Alors, moi, j'avais un déroulé extrêmement précis, mais je vais m'échapper du déroulé puisque un certain nombre de questions et de réponses ont été apportées, puisque la deuxième thématique qu'on voulait aborder, c'était la mixité et l'égalité, et l'exemple que vous pouvez donner pour une génération de jeunes filles et jeunes femmes pour s'engager dans la course au large et dans la compétition. Donc, afin de laisser à mes collègues qui sont encore là ce matin, soit en visio, soit en présentiel, la possibilité de poser une question, je vais tout de suite passer la parole à ceux qui le souhaitent pour éventuellement interroger les skippeuses. Et je vais commencer peut-être par Claude Kern. Je crois que la séance va démarrer à 10h30. C'est pour ça que vous le verrez, comme dans cet hémicycle restreint, il y a parfois des absents dans l'hémicycle dans lequel vous vous êtes assises tout à l'heure. Ce n'est pas parce que les sénateurs dorment, c'est parce qu'ils ont des réunions ou des auditions à côté. Donc ça va être le cas pour notre ami Claude Kern qui rejoint la séance et qui doit intervenir dès ce matin sur un texte. Voilà, il aimerait bien dormir, oui. Bien, merci Madame la Présidente. Merci à vous, Mesdames, d'être présentes ce matin et pour votre fantastique témoignage. J'ai pu assister en 2016 au départ du Vendée Globe et je veux dire, c'était très impressionnant de voir ces Formule 1 de la mer partir. Nous étions avec Annick dans un bateau qui avait beaucoup de mal à suivre et pourtant bateau à moteur, normalement on se dit il peut y aller au départ. Maintenant on était très vite distancés et j'ai eu l'occasion, pour moi qui suis vraiment dans une région où la mer est très lointaine puisque je suis alsacien, ça s'entend d'ailleurs par mon accent. Donc moi c'est une expérience formidable et je dois dire que bravo pour votre engagement, bravo pour votre courage, parce qu'il faut aussi du courage pour faire ce que vous faites. C'est un métier qui n'est pas facile et vous avez, parmi les questions que j'avais, la plupart des questions ont trouvé déjà réponse dans vos présentations, notamment une qui concernait le financement. Comment vous faites pour financer, mais Madame Yoshke vient de me donner la réponse. Apparemment, c'est plus facile pour une femme de trouver du financement pour une telle course, parce que c'est vrai qu'avec quand on voit qu'il y a des budgets d'1 million d'euros et un budget de 150 000 à côté, on comprend très vite que l'écart est énorme. Mais encore une fois, on le voit dans le sport professionnel, ce n'est pas toujours l'argent qui fait la différence, même s'il y contribue fortement. Mais il y a aussi l'engagement. Donc moi, c'était juste une intervention que je voulais faire à votre égard, plus qu'une question, puisque mes questions ont trouvé réponse dans vos présentations. Encore merci, et puis surtout bon courage, et j'espère pouvoir être présent cette fois en 2024. Je crois que c'est la prochaine édition, en 2024. Donc en 2024, et vous saluer à cette occasion, si je n'ai pas l'occasion de vous saluer avant. En réalité, mon collègue Claude Kern me lance un appel pour une invitation nouvelle en Vendée. C'est élégante et en direct. En direct, c'est enregistré en plus. Qui souhaite répondre à notre collègue Claude Kern sur les financements? Moi, j'avais une petite réflexion à faire. Peut-être que c'est plus facile pour une femme de trouver un sponsor parce qu'on est moins nombreuses, mais néanmoins, on est face aussi à une dure réalité du machisme. Quand on rencontre des chefs d'entreprise, il m'est arrivé quelquefois d'avoir des réflexions assez dures
du style ne pensez-vous pas qu'il serait plus judicieux d'être à la maison, de fonder une famille plutôt que d'aller courir sur les océans? Donc c'est assez brutal et ça arrive encore malheureusement assez régulièrement. Donc même si c'est peut-être plus facile, ce n'est pas simple et pas tout rose non plus que d'être une femme skipper. Miranda Meron. Alors, dans ma longue vie de navigatrice, au fait, peut-être que maintenant, ça commence à être plus facile pour une femme de trouver un sponsor parce que nous avons démontré au cours des années que ça vaut le coup. Il y a des femmes ici, je parle d'Isabelle et Samantha, qui ont des bateaux performants et qui ont fait des résultats extraordinaires en IMOCA. Je pense que parmi nous toutes, on a gagné des courses transatlantiques, des championnats nationaux, peut-être mondiaux, d'autres. Si moi j'ai gagné un championnat du monde aussi. Je dirais que jusque-là, ça n'a pas été si facile que ça en tant que femme de trouver un sponsor. Et je pense que c'est lié peut-être malgré le fait qu'il y a beaucoup d'évolution dans la manière dont les gens pensent à l'égalité. Ça reste toujours un risque de sponsoriser une femme. Parce que si jamais il y a quelque chose, si jamais un homme est perdu en mer, par exemple, c'est une tragédie pour le sponsor, pour tout le monde. Mais si une femme est perdue en mer, c'est une catastrophe. Maintenant, ça commence à évoluer et puis on donne la chance et la parité. Avec la parité, nous les femmes, on a également le droit de prendre nos risques. Et les sponsors ont également le droit et je dirais l'obligation de nous donner le droit de prendre ces risques. Mais ça va dans le bon sens, mais je pense que dans le passé, ça fait très longtemps que je suis dans le métier, je ne suis pas sûre que ça a été si simple que ça. Et je voulais juste dire accessoirement que nous les femmes, j'espère qu'on encourage beaucoup de filles et de femmes à nous suivre. Mais là, j'ai fait pas mal de visites d'école et il y a beaucoup de garçons qui ont également très envie de faire la course au large et le Vendée Globe. Et il ne faut pas séparer complètement les femmes et les hommes. Et aussi, accessoirement, j'ai navigué beaucoup d'années avec Alvard Mabir qui est ici. Je vous jure que c'est un homme. Donc, sur notre bateau, beaucoup de courses en double, on était à 50-50 en parité. Donc, c'est pas mal. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous rassure également, au sein de la délégation aux droits des femmes, nous sommes attachés à ce qu'il y ait des hommes et des femmes. Et lorsque les sujets sont portés dans l'hémicycle, nous attachons une importance très grande à ce que ces sujets soient portés aussi par les hommes, parce que ça donne une voix différente et parce que lorsque les femmes gagnent, ce sont les hommes et les femmes qui gagnent. Je passe la parole à notre collègue Laure Darcos qui trépigne de poser les questions depuis un moment et qui est très heureuse d'être là avec vous ce matin. Elle s'inquiétait hier d'avoir la bonne heure de départ parce qu'elle ne voulait absolument pas rater le départ à 9h02 de cette réunion. Merci Laure. Merci Madame la Présidente. Oui, et vraiment merci encore d'avoir organisé cette rencontre. Et moi, j'ai suivi, mais au jour le jour, votre course. Je suis une passionnée. Je suis originaire de Saint-Malo, de Dinard. Et je le disais à Alvard tout à l'heure que j'ai vu Olivier de Kersauzon à la maison quasiment tous les étés, puisque c'était un ami personnel de mon père qui a beaucoup navigué. Et moi, mes meilleurs souvenirs avec mon papa, c'était les régates que je pouvais faire avec lui. Je voulais, Miranda, avant que vous le fassiez, je voulais rendre hommage en effet à Alvard Mabir, parce que on est avec un très grand navigateur également, qui est dans l'ombre, qui respecte le fait qu'on ait invité des navigatrices. Et du coup, ma question, parce que j'en avais beaucoup, et sur le sponsor, ça a été dit, est-ce que votre couple, entre guillemets, est assez exceptionnel, sûrement en tout cas pour vous deux, mais est-ce que vous avez, vous les autres, la famille justement qui vous accompagne, mais carrément dans l'organisation et dans la poursuite de la course? Alvard me disait tout à l'heure à la buvette que c'était difficile pour lui d'être resté spectateur
spectateurs et de ne pas pouvoir aussi vous parler de manière intime quand il fallait parler d'avaries ou de problèmes techniques sur la course. Et donc, ça serait intéressant d'avoir vos témoignages aux unes et aux autres, de savoir si vous avez en effet des familles qui vous suivent. Et vous, Samantha, tout particulièrement, le papa de vos enfants ou votre enfant, je ne sais pas si on avait un ou deux, a dû bien sûr assumer pendant 3 mois de s'occuper. Non ? Ah ben qui étaient les grands-parents qui ont assumé votre enfant. Mais voilà, c'est intéressant de savoir si c'est souvent en fait en couple ou en famille que vous faites ces exploits. Merci. Merci, chers collègues. Je pense qu'il y a des réponses qui se préparent là. Je vais peut-être commencer. Oui, je suis dans une situation un peu spéciale parce que mon conjoint est aussi mon concurrent. Donc Romain Athanasiou, il a aussi fait le Vendée Globe sur son bateau cette année. Donc notre fils, on était obligé de trouver les solutions. C'est un peu pour ça que j'ai parlé du fait que je suis maman, parce que c'était pas facile. J'ai pas un conjoint qui reste à la maison, qui garde notre enfant. Et ça nous manque énormément. Donc un petit clin d'œil aussi, parce que j'ai été parfois la femme du marin. Et c'est un boulot qui est très très important, qui est très à l'ombre. Femme ou homme de marin, parce que ça peut être dans les deux sens. C'est pas payé, c'est un soutien énorme. C'est parfois plus de boulot que d'être en mer, sûrement moins de plaisir. Souvent des nuits de sommeil encore moins que celui qui navigue. Je vais garder Alvar qui fait ça derrière. Donc c'est quelque chose que nous, en tant que couple, n'avions pas, parce qu'on était chacun sur nos bateaux avec un enfant de 8 ans à la maison. Donc là où j'ai beaucoup de chance d'avoir les grands-parents qui ont venu déménager, qui ont déménagé chez nous pour que notre fils puisse rester chez lui et aller à l'école comme la vie normale continue. Et un fils qui n'est pas jaloux de nos bateaux, qui est fan de la voile. Maintenant, c'est un problème parce qu'il nous oblige tous les week-ends à le suivre lui à ses compétitions optimistes, qui est beaucoup apprécié par le club d'ailleurs, donc, parce que d'avoir les skippers du Vendée Globe qui sont bénévoles aux événements pour les enfants, ça rend les enfants très heureux. Mais non, c'est compliqué, mais par contre, c'est possible. Et c'est ça qui est important, c'est que, en fait, si on croit que, en fait, il faut croire que c'est possible, et comme ça, on trouve les solutions pour gérer la famille, et avec des grands-parents, beaucoup avec notre entourage, des voisins, d'autres parents de l'école, même la maîtresse. Elle nous envoyait des WhatsApp pendant le Vendée Globe pour dire quand notre fils il avait bien fait ses devoirs ou pas. Donc on avait organisé tout autour de nous. Mais c'est important. Si les parents sont heureux, l'enfant il est heureux, il ne stresse pas. Donc c'est ça qui est important. Et pour nous, c'est impossible d'aller sur une course si on a une inquiétude pour notre famille. Donc c'est une grande partie de l'organisation et même de la performance, en fait, de toute cette préparation de comment gérer la famille quand on n'est pas là. Merci pour ce témoignage. D'autres, peut-être, ce qui peut sur l'investissement de la famille, puisque c'est alors Piper et ensuite Alexia Barrier. Oui, c'est une question vraiment intéressante. Quand je vois le soutien que Miranda et Sam reçoivent, elles ont beaucoup de chance. Je suis son compagnon. J'ai mis toute mon énergie dans ce projet. Je suis soutenu par un groupe d'amis formidable. Et les gens me posent la question de savoir si je me sens seul lorsque je suis en mer.
je ne me sens pas seul, mais j'ai trouvé la préparation au Vendée Globe et toutes les difficultés que j'ai eues pour trouver le financement. J'ai trouvé cette expérience de préparation et de trouver le financement une expérience où je me sentais très seul. Et c'est difficile pour un époux ou un compagnon de pouvoir fournir ce soutien lors de la préparation. Et moi, je suis très heureuse du soutien de mes amis. Et c'est quelque chose de formidable. Et Miranda et Sam ont vraiment un soutien formidable. Elles ont effectivement également beaucoup de chance. Merci beaucoup. Parfois, les amis, on les choisit, donc la famille, on ne la choisit pas. Donc, c'est aussi un soutien très important que les amis. Miranda Meron, qui souhaitait intervenir également. Ah non, c'était Alexia, pardon. Oui, moi, je suis un peu dans la même situation que Pip. En fait, j'ai dû faire des choix et ça n'a jamais été le choix de rester avec un compagnon qui m'impose de rester à la maison et de préparer un repas plutôt que d'aller naviguer. Donc... voilà, ça m'a amené à ne pas, pour l'instant, avoir d'enfants, mais c'est un projet que j'envisage toujours, même si j'ai plus de 40 ans maintenant. Et donc, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Et ça fait un peu bizarre de se balader à 40 ans avec ses parents sur les pontons, mais c'est quand même mes piliers. Ils sont là chaque départ de course pour m'aider. Et en plus, quand on a peu de moyens financiers, comme ce qu'on a vécu avec Pip, c'est hyper important de pouvoir compter sur des piliers aussi solides que ses amis ou sa famille. Et donc voilà, c'est un fonctionnement un peu plus presque amateur, on pourra dire, même si on fait le Vendée Globe. Mais voilà, ça fonctionne bien aussi comme ça. Donc, c'était bon pour les interventions des skippeuses. Donc, je vais passer la parole à notre collègue Jean-Michel Arnaud. Et après, il y a Nadège Avet également qui a demandé la parole. Oui, merci mesdames. Merci de vos témoignages. Je reprends ce que disait Michel Savin tout à l'heure. Par bien des égards, ce que vous nous témoignez ce matin correspond à beaucoup de discussions que j'ai pu avoir avec des femmes alpinistes. Sur l'accompagnement du conjoint, sur la trace aussi, la gestion du climat, la gestion des imprévus. Et puis... la peur du non-retour aussi, qui est quand même quelque chose de puissant, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Il me semble aussi finalement en vous écoutant que vous parlez moins en tant que femme qu'en tant que femme libre. Et c'est plutôt cette aspiration à la liberté que je ressens, à l'autonomie, à l'indépendance et au choix de vie finalement de tracer sa route, de tracer sa voie. Et finalement, on vous écoute ce matin dans la délégation des droits des femmes, mais on a plutôt le sentiment d'avoir un témoignage sur une partie de notre devise, qui est la dimension de liberté, aussi de fraternité, puisqu'il y a beaucoup de solidarité, et puis une soif d'égalité. Alors, il me semble finalement qu'en vous écoutant ce matin, il y a probablement une tendance un peu nouvelle, qui est finalement d'aller chercher autre chose que la condition féminine pour pratiquer... vous épanouir dans votre sport, et vous avez évoqué à plusieurs reprises finalement des causes, et Autissier nous l'a démontré, qui sont peut-être plus universelles, protection de l'océan, des causes humanistes et écologistes. Je voulais savoir si vous sentez que cette évolution finalement qui permet d'effacer un peu les problématiques, même si elles sont réelles, on le travaille tous les jours dans la délégation droits des femmes, des différences, des disparités de parcours et des inégalités hommes-femmes. Finalement, vous êtes un peu la démonstration qu'il peut y avoir des causes qui réunissent et qui permettent finalement de retravailler à une forme d'universalisme des valeurs. Merci Jean-Michel Arnaud pour cette question, et peut-être que je vais laisser la parole à ce moment-là à Isabelle Yoshke, puisque elle est très investie au niveau d'une association aussi, son association Horizon Mixité, et je pense que ce sera intéressant à ce stade de la réunion qu'elle puisse évoquer ce sujet qui lui tient à cœur, puisqu'elle a eu l'envie de créer cette association qui porte des valeurs de mixité, d'égalité. Oui, eh bien, merci. Oui, je pense en effet qu'on tend vers quelque chose de plus universel. Et
Enfin, si je comprends bien, la question c'est est-ce qu'on va sortir du clivage entre les hommes et les femmes pour parler de l'avenir de notre monde? Et oui, je pense qu'on évolue vers ça, qu'il y a encore du chemin à faire, que chacun... Ça nécessite des étapes. Et je dirais, il y a une première étape, je l'ai mentionnée, c'est vrai que je la mentionne souvent, hein, mais c'est aussi de se reconnaître soi-même dans sa spécificité. Et je pense que la notion de complémentarité entre les hommes et les femmes permet justement d'accéder à de l'universalité pour des causes communes. Mais du coup, que les uns et les autres trouvent leur place, qu'ils la prennent et qu'ils la gagnent, mais aussi qu'on leur donne. Et je crois que c'est aussi de ça que nous parlons, nous les femmes, dans ce monde qui est encore très masculin. Je voudrais quand même dire, parce bien sûr, on a parlé du fait que, sans arrêt, que c'est un monde masculin, mais moi, quand j'ai démarré, je me suis sentie accueillie dans la course au large. J'avais l'impression qu'il y avait une place pour moi, et d'ailleurs, du coup, ça va me permettre de parler d'Horizon Mixité, mais quand j'ai démarré, nous n'étions pas très nombreuses en Mini 650, et moi, j'étais persuadée, vu l'accueil que j'avais reçu et la facilité que c'était pour moi de prendre ma place dans cette course, je me disais, on sera beaucoup plus nombreuses dans quelques années. J'étais jeune à l'époque, pour moi, c'était une évidence qu'on allait atteindre quasiment la parité en quelques années. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 8 ans, je me suis un peu retournée sur mon parcours et je me suis rendu compte que la proportion des femmes dans la course large n'avait absolument pas évolué. Que même lors d'une de mes participations à la Solitaire du Figaro, j'avais été la seule femme de la course. Et là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis rendu compte que les choses n'évoluaient pas aussi vite que ce que j'espérais. Je me suis aussi rendu compte, à l'époque, que les gens s'émerveillaient encore de voir des femmes qui pouvaient gagner des courses. Et ça, c'est un marqueur. Lorsque ça étonne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque ça étonne, c'est que ce n'est pas encore normal. Et pour moi, la performance féminine dont nous avons toutes fait preuve à plusieurs reprises, pour moi, c'est normal en fait. Il n'y a pas lieu de s'extasier. Mais à l'époque, je voyais qu'il y avait encore un regard porté sur nous qui montrait que ce n'était pas encore tout à fait normal, ce métier pour des femmes. Et puis je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un paradoxe dans la course au large, un double paradoxe, c'était que à la fois c'est une discipline extrêmement physique, et notamment sur les bateaux de 60 pieds que nous skippons actuellement. Donc c'est une discipline très physique, et pourtant les femmes marchent aussi bien que les hommes. Ça, c'était le premier paradoxe. Et le deuxième, c'est que la course au large est une des rares disciplines mixtes, c'est-à-dire où il n'y a pas de classement féminin. Donc on peut se dire, il va y avoir plein de femmes. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'il y a très très peu de femmes, malgré cette non-distinction entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui m'a amenée à me positionner, en tout cas, ça m'a motivée à m'engager sur la question, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'aider à faire changer les mentalités, qu'il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que nous sommes aussi peu nombreuses encore aujourd'hui. Il y a vraiment plein de raisons. On nous demande souvent quels sont les freins, mais les freins, il y en a plein. Et de manière générale, c'est aussi la manière dont nous sommes éduqués, c'est la manière dont notre société fonctionne. Notre société est, entre guillemets, équipée pour laisser partir les femmes lorsqu'elles sont mères de famille, en mer pendant des mois. Voilà, il y avait tout un tas de changements, je ne vais pas dire à initier, parce qu'ils sont initiés depuis bien longtemps, mais juste l'importance de participer à ce changement. Et Horizon Mixité a été créé en 2012, je préside cette association depuis,
pour participer, promouvoir la mixité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société. Le point de départ, c'était la course au large parce que justement, je trouve que c'est un beau symbole. C'est-à-dire que même dans une discipline physique, les femmes ont leur place et les femmes marchent aussi bien que les hommes. Donc pourquoi y aurait-il des domaines qui sont réservés aux hommes? Et pourquoi y aurait-il des domaines qui sont réservés aux femmes? Parce que la question se pose dans les deux sens. Donc cette association a pour but de favoriser la mixité. On a plusieurs domaines d'action. Nos mots-clés sont d'inspirer. Nous souhaitons inspirer les femmes, favoriser la confiance en soi, le leadership féminin à travers la navigation en équipage. Nous souhaitons impliquer les hommes. C'est la base de tout changement en faveur de la mixité et de l'égalité entre les sexes. Et nous souhaitons éduquer les enfants, parce que ça démarre très tôt, et pour changer une société, il faut démarrer très très tôt. Et voilà, parmi les actions qu'on a pu mettre en place, nous avons été je crois, le premier relais de la campagne He for She de l'ONU, qui avait été lancée en 2014. Et ça, c'était vraiment l'idée, c'était d'impliquer les hommes. C'est une campagne, donc He for She, c'était lui pour elle. Et c'est une campagne qui invitait les hommes, alors les hommes ayant de la notoriété si possible, mais n'importe quel homme était invité à se faire prendre en photo avec un petit panneau devant lui qui disait He for She. En fait, ce qui voulait dire que cet homme était sensible au fait que l'égalité entre les sexes était quelque chose qui importait autant les hommes que les femmes. Vraiment, c'est pas un combat de femmes, c'est un combat de tout le monde pour une meilleure société. Donc voilà, nous avons invité les marins, les très très grands marins de la course au large en 2014 au départ de la route du Rhum à s'investir, et on a proposé une exposition de photos qui a fait le tour de la France et qui a montré que la course au large n'est pas un milieu de machistes aujourd'hui. On pense que les marins, voilà, c'est un peu les préjugés qu'on a sur notre milieu, mais en réalité, c'est un milieu ouvert, et je dirais que c'est un peu comme partout ailleurs dans la société. Voilà, il y a un peu de machisme, mais il y a aussi beaucoup d'ouverture d'esprit. Il y a de tout. Voilà, on a mené plusieurs autres actions. On fait naviguer des femmes et des hommes. Dans les navigations qu'on propose, alors c'est assez intéressant, mais on a une démarche qui propose aux femmes toutes débutantes de naviguer d'abord entre femmes. Et ça soulève un problème qui est réel dans la question de la mixité. C'est qu'avant d'avoir des compétences, les femmes à bord d'un équipage mixte ne vont pas forcément chercher les postes, entre guillemets, les postes un peu stratégiques. Elles vont, oui, c'est pour ça que j'en parle, parce que il me semble que c'est partout pareil. Il y a un côté où les femmes, elles vont s'effacer. Et avant de faire de la course au large, j'ai été monitrice de voile, de croisière, et donc j'ai eu des équipages mixtes. Et j'ai bien vu comment ça se passait. Pour une femme, c'est moins facile de dire « Attends, moi je vais prendre la barre là tout de suite, je ne sais pas barrer, mais je vais le faire ». Et donc voilà, notre idée, c'est de proposer des navigations à des femmes qui ne savent pas naviguer pour qu'elles touchent à tous les postes, pour qu'elles gagnent en confiance en elles, en expérience, et qu'elles puissent ensuite aller proposer, entre guillemets, leurs services à des équipages mixtes pour des régates. Donc voilà, on alterne entre la mixité et la non-mixité, mais vraiment en vue de développer de la compétence. Nous avons aussi créé un kit pédagogique autour du Vendée Globe qui traite de la question de la mixité, qui était téléchargeable par les enseignants des écoles primaires. Donc ça, c'est vraiment, avec les visites d'école, ce qui nous paraît vraiment important pour inspirer les jeunes filles, évidemment aussi les jeunes garçons, mais surtout les petites filles qui se disent souvent que ce n'est pas un métier pour elles et que ce n'est pas la peine de rêver de ça.
oui, on a envie de faire rêver les filles et les femmes aussi. Et puis, on a eu une action toute symbolique récemment qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a équipé le centre nautique de Lorient d'un distributeur de protection périodique gratuit, et avec pour objectif que tous les clubs de voile de France s'équipent également. Parce que ça reste une réalité aujourd'hui que toutes les femmes, et notamment les jeunes femmes, n'ont pas accès à ce confort qui permet d'accéder au sport. Parce que du coup, c'est un véritable frein à la pratique du sport. Et puis symboliquement, ça assoit la présence des femmes dans les clubs de voile. Et c'est vraiment important de... Voilà, nous sommes là avec les contraintes qui sont les nôtres. Donc voilà, une petite présentation de cette association qui a très envie encore de continuer à multiplier ce genre d'actions à la fois pratiques et symboliques, vraiment pour montrer que c'est parfois des toutes petites choses qui font changer qui font changer les choses. Merci beaucoup pour cet effet papillon, effectivement. Et je vais passer la parole à notre collègue Nadège Havet, qui doit intervenir aussi en séance et qui devait se dire « vais-je réussir à intervenir ?» Pardon Nadège, je n'avais pas intégré que tu étais aussi avec des contraintes horaires. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé des enfants et de l'action que vous faites en allant dans les classes et autres. Moi, j'ai une petite lettre de la classe de ma fille avec 3 questions. Elle est en CE2. Ils vous ont beaucoup suivi et vous les avez beaucoup fait rêver. Tous les soirs à la maison, j'avais le droit d'aller voir où est-ce que vous étiez classés et quand je n'allais pas assez vite, je me faisais gronder. Voilà la lettre. Donc bonjour, nous espérons que vous allez bien. C'était super de vous suivre pendant toute la course. Vous avez fait une belle et longue course, c'est incroyable. Nous avons quelques questions. Vous n'êtes pas trop triste de ne pas avoir fini première ? Ce n'était pas trop difficile d'être loin de vos familles. Ce n'est pas trop bizarre de retourner sur Terre et au milieu des gens après un tel voyage. Merci beaucoup pour vos réponses. Ils vous ont fait un dessin chacune. Et donc, c'est la classe de CE2, CM1 et CM2 de l'école d'Iwan de Ploudalmézeau dans le Finistère. Et j'avais une question plus personnelle qui était de savoir quelle était votre formation professionnelle avant de devenir navigatrice et a-t-elle un lien, cette formation, avec ce que vous faites aujourd'hui ? Je vous remercie. Peut-on voir, chers collègues, les dessins ? Puisque tu es filmé, donc je pense que ce sera intéressant qu'on voit les dessins. Sans aucun problème. Voilà. Vous avez votre prénom à toutes et il faudra le remettre à Clarisse, du coup. Très bien, ça sera remis ce week-end. Voilà. Très bien, superbe. Je vais montrer les 6 parce qu'il y a 6 dessins. Tout à fait. Je ne voudrais surtout pas faire de jaloux, puisqu'évidemment, le film va être transmis à l'école. On cherchait quoi faire comme exposition au Sénat. Écoute, peut-être que ce sera la prochaine exposition de talent sur les skippeuses. Je vous laisse répondre à ce message de l'école du Finistère et à la question de notre collègue Nadège Havet. Alexia Barry. Alors, je vais répondre à la première question. Est-ce que c'est pas trop dur de ne pas arriver première ? Eh bien... c'est aussi pour ça que je mène d'autres challenges lors de mes courses pour la préservation de l'océan et l'éducation. Comme ça, quand je n'arrive pas première, eh bien, je suis quand même satisfaite d'avoir pu partager d'autres messages et d'autres valeurs. Et grâce à la notoriété du Vendée Globe, je trouve ça très important de porter des messages quand on le souhaite et quand on en sent avoir la légitimité de le faire. Donc, moi, c'était une très belle aventure, même si je ne suis pas arrivée première. De toute manière, avec mon vieux bateau, c'était impossible. Et ça reste un exploit. Ce n'est pas qu'une histoire de classement. Faire le tour du monde en course ou hors course en solitaire, c'est un exploit en lui-même. D'autres réponses ? Samantha. Je vais répondre à la question de retour. Est-ce que le retour est dur ? C'était très fatigant de faire ce tour du monde. Donc, souvent, je mets plus que 2 fois le temps de récupérer que le temps que j'ai passé en mer. Donc,
ça va faire 6 mois de récup pour un Vendée Globe. Mais le retour sur Terre, c'était surtout un plaisir de retrouver la famille, les amis. Et je pense que le fait d'être maman et de rentrer direct dans les devoirs, le retour à l'école après les vacances, les stages voiles, de courir partout avec 8 bateaux sur une remorque derrière ma voiture pour l'emmener, je ne sais pas où, pour le club. Ça a fait que j'avais aucun temps, pas de temps pour réfléchir et surtout pas de Vendée Blues parce que ça peut arriver. Donc je remercie mon fils, ma famille de m'aider à éviter ce retour difficile que parfois on peut avoir. Miranda, je crois qu'elle souhaitait répondre également. La première question, chers collègues. Alors, la première question, c'était « Vous n'êtes pas trop triste de ne pas finir première ?» La seconde, c'est « Ce n'était pas trop difficile d'être loin de vos familles ?» Et la troisième, c'était « Ce n'est pas trop bizarre de retourner sur Terre et au milieu des gens après un tel voyage ?» Alors, est-ce que c'est difficile d'être loin des amis et de la famille? Au fait, on est seul en mer. Mais c'est nous qui prenons la décision de partir seul en mer. On essaye de prendre du plaisir parce que ça serait dommage d'être malheureux ou malheureuse pendant 3 mois. Et au fait, maintenant, on a de la chance parce qu'on peut communiquer via WhatsApp avec nos familles et nos amis et nos sponsors et nos supporters. Et aussi, donc ça nous donne un lien, donc seul mais pas seul. C'est très facile de au moins envoyer un petit mot ou de même appeler quand il le faut. Et aussi parmi les skippers en mer, on a eu un groupe WhatsApp, donc beaucoup de solidarité aussi. Donc même si on est à quelques centaines de milles, il y a des moments où les bateaux sont tout près. Certains bateaux ont été tout près, mais en général, on est très loin les uns des autres. On voit pas d'autres bateaux. Mais moi, je ne me suis pas du tout sentie seule parce que j'avais et le soutien de ma famille, mes amis à terre et aussi le soutien de nos divers groupes WhatsApp dont le groupe Skipper et le groupe Vendée Globe Filles. Donc j'ai créé le groupe Vendée Globe Filles avant de partir pour qu'on pouvait s'échanger entre nous parce qu'il y a un certain type de blagues qui font un très bon moral, que sont les blagues que partagent qu'entre filles. Merci pour la confidence. J'ai une question également de notre collègue et président Michel Savin. Provocatrice, me dit-il. Non, mais peut-être après vous avoir entendu sur le fait que, et je réfléchissais, je ne vois pas d'autres sports où sur l'aspect compétition, on est les femmes et les hommes au même niveau, quoi, au niveau du départ. Tous les autres sports, il y a des compétitions féminines et masculines. Est-ce que c'est un inconvénient ou un avantage pour vous d'être dans ce système de course? Ou est-ce que le fait d'avoir que des courses féminines serait peut-être plus avantageux, même s'il soit difficile à peut-être à monter? Mais est-ce que pour vous, en fin de compte, d'être au même niveau, sur la même ligne de départ que les hommes, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient? Miranda Meron, Samantha Davis. J'ai toujours connu la course au large comme une discipline mixte, pas divisée entre hommes et femmes pour la plupart. Et donc, je ne sais pas, je vais laisser les autres répondre. Je n'y ai jamais pensé à ça. Le fait est que, justement, moi je trouve que c'est un avantage de pouvoir m'aligner contre des hommes. Et, il n'y a pas d'autre sport où les... Par contre, oui, justement, j'allais dire, il y a un autre sport où c'est l'équitation. Voilà, c'est tout. Je pense pas non plus. Je pense plutôt à... Une fois on est sur l'eau, on est tous les navigateurs et on est un contre l'autre et on est tous contre ou avec le météo et on a tous envie que tout le monde y arrive parce que c'est une aventure ici.
Je pense qu'il y a quelque chose qui... Donc, on parle de sport et donc nous, on est les athlètes, on est sportifs, mais c'est pas que nous, en fait, c'est nos bateaux qui sont aussi un contre l'autre. Donc, on est sur un bateau comme l'équitation, c'est sur un cheval. Et dans ce sens-là, en fait... On peut dire que c'est pas juste non plus que moi, avec Initiative K, c'est le bateau tout neuf, mais j'ai des foils du dernière génération et je cours contre Alexia, qui est un bateau de 1998. Et ça, c'est pas juste non plus. Donc, donc Alexia, elle peut naviguer 10 fois mieux que moi, et moi, avec mes foils, je reste devant, c'est plus facile. Donc, il y a ça aussi qui est les questions, et c'est là où moi je dis qu'il faut que les femmes puissent avoir la machine pour gagner. Et je pense que nous, on est tous capables, et toutes les 6 femmes ont fait des courses incroyables. Et mérite d'avoir les bateaux qui peut gagner. Donc c'est ça aussi quand on pose des questions, c'est plus c'est ça le petit, je parlais, le petit plafond vert qu'il faut qu'on dépasse, et que toutes les femmes méritent d'avoir les mêmes outils. Alors, j'ai un autre sport à rajouter, c'est la course d'endurance. Et je crois qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, parce que quand on regarde ces compétitions qui sont si longues, votre force mentale est absolument essentielle, peut-être plus que votre force physique, votre aptitude à résoudre des problèmes, à vous autoréguler. C'est ce qui devient absolument crucial. Et l'une des choses, ou peut-être la chose qui m'a attirée dans le Vendée Globe, c'était le fait que les hommes et les femmes puissent rivaliser à égalité. Et à un niveau international, dans la plupart des sports, il y a une division des sexes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parle plus des compétitions masculines, beaucoup plus médiatisées, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Et ce que Sam dit, eh bien, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que le Vendée Globe nous permet d'être visibles et de concourir sur un pied d'égalité.